Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comptabilité approfondie. Généralement, quand on apprend la comptabilité, on pense comptable d'entreprise, on pense expertise comptable, expert comptable, mais on ne pense pas forcément comptable public. En fait, il s'agit de voir ici dans cette vidéo en quoi consiste la comptabilité dans des collectivités territoriales. Est-ce que le métier de comptable privé est équivalent au métier de comptable public? Quelles sont les grandes différences? Est-ce qu'il faut avoir peur du secteur public pour trouver un boulot? À vous de voir. Je suis Carole Grillet, vous êtes sur la chaîne La Prof Carole Grillet où je vous partage régulièrement des vidéos pour vous rendre accessible facilement la gestion comptable et financière. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, tu trouveras tout ton bonheur. Dans un instant, un jingle et après je vous explique un petit peu les différentes caractéristiques de la comptabilité des collectivités territoriales. Alors on va voir ce que c'est que ce qu'on appelle une collectivité territoriale. On parlera d'instructions, vous allez voir si vous cherchez un petit peu, ces lettres-là vont revenir, la M14, la M52, la M71. On parlera du grand principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable public. Ça, c'est une règle assez particulière et importante en comptabilité publique. Et puis après, nous parlerons d'organisation budgétaire et comptable, les principales opérations comptables, enfin celles qui sont un petit peu particulières. Et on parlera de contrôle des comptes. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez avoir une vision complète et simple de la comptabilité dans les collectivités territoriales. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de collectivités territoriales? En fait, on va parler des communes, des départements et des régions. On va voir un petit peu ces trois niveaux. Enfin, on ne va pas insister, il n'y a pas de grande différence. Donc, voilà de quoi on parle. Ces collectivités territoriales, le maître mot, en fait, le mot qu'il faut que vous reteniez dans la vidéo, et je vais vous montrer ça jusqu'à la fin, le mot qu'on doit retenir pour les collectivités territoriales, c'est le mot dualité. Alors pourquoi dualité? Parce que dans la comptabilité publique, on a une séparation entre ce qu'on appelle l'exécutif, c'est-à-dire en fait, dans le cas d'une commune, le maire, dans le cas d'un département, le président du conseil général, dans le cas d'une région, le président du conseil régional, et dualité parce que, à opposer ou en parallèle de cet exécutif, on a l'assemblée délibérante, c'est-à-dire les élus entre guillemets, du peuple, pas du peuple, mais voilà, l'Assemblée, celle qui dirige, et donc on a l'exécutif qui est le président de l'Assemblée. En termes de fonction, c'est ça qui va être important, l'exécutif prépare le budget, exécute les délibérations du Conseil, et en fait, il est ordonnateur des dépenses. On reviendra un petit peu dessus sur cette notion d'ordonnateur. Quant à elle, l'Assemblée délibérante, en fait, c'est le chef de l'exécutif et de ses adjoints. Elle vote le budget de la collectivité et elle se prononce sur les comptes. Donc, il y a déjà dès le départ dans la collectivité cette dualité entre une personne qui est l'exécutif, qui est entre guillemets le chef, je ne sais pas trop forcément ce terme, mais c'est un petit peu ça, et l'Assemblée qui a été élue et ce qui va voter l'ensemble des décisions, ce qui va quelque part limiter le pouvoir de l'exécutif. Ces collectivités territoriales, en matière de comptabilité, sont régies par les instructions M14, M52, M71. Alors, de quoi on parle? Alors déjà, première chose, il faut savoir qu'en termes de comptabilité publique, il y a eu un tournant majeur en 2001. Au niveau donc de ces instructions, de ces lettres, il s'agit donc des instructions budgétaires et comptables. Donc, juste connaître en fait que la M14, c'est l'instruction budgétaire et comptable pour les communes, la M52, c'est pour les départements, et la M71, c'est pour les régions. L'objectif de ces instructions budgétaires et comptables, c'est en fait de se rapprocher du PCG. C'est quand même l'objectif. Donc, déjà, point de départ pour ceux qui s'inquiètent sur la comptabilité publique, à proprement parler, débit, crédit, ça fonctionne toujours, et les comptes du plan comptable général sont en partie identiques. Je vous ai dit tout à l'heure, on a une évolution notable depuis 2001. Qu'est-ce qui s'est passé en 2001? En 2001, en fait, on a voté, l'État français a voté une loi organique sur les lois de finances, c'est ce qu'on a appelé la LOLF. Et qu'est-ce que c'est que cette loi? Et en fait, c'est la loi qui régit toutes les instructions liées à la comptabilité publique et donc qui explique
les consignes ou qui donne les consignes pour l'évolution des instructions, puisque les instructions budgétaires et comptables, en fait, sont éditées chaque année pour s'adapter à la loi de finances. Cette LOLF, en quoi est-ce que ça fait évoluer la comptabilité publique? Elle a en particulier 3 objectifs, 3 particularités. Cette loi a comme objectif de rapprocher la comptabilité publique de la comptabilité privée. Donc ça, c'est le point de départ, c'est-à-dire qu'on avait une comptabilité publique qui, sur certaines opérations, s'éloignait de ce qu'on faisait dans les entreprises. L'objectif de la LOLF, c'est de dire, attention, il faut que la comptabilité publique, elle soit le plus possible proche de la comptabilité privée. Et donc, dans ce sens-là, elle institue une logique de performance. On est au niveau des services publics, et au niveau de ces services publics, habituellement, en fait, on était sur si on prenait le rapport avec le contrôle de gestion, on était sur des centres de coûts, des choses qui coûtent de l'argent. Ici, avec la LOLF, l'objectif, c'est d'essayer de mesurer la performance des services publics, c'est-à-dire que certes, on va dépenser, mais on va essayer de faire le parallèle entre les dépenses et les recettes générées par ces dépenses. Et enfin, 3e objectif de cette loi organique sur les lois de finances, donc cette LOLF, c'est qu'on va instituer, on va définir une recherche de plus de transparence. On considère que les comptes publics doivent être transparents, on doit être capable d'identifier d'où viennent les ressources et où elles vont. Donc on devrait être capable comme ça de flécher un petit peu et de suivre l'utilisation des deniers publics ou équivalents. Voilà donc pour ces instructions M14, M52, M71, instructions budgétaires et comptables qui expliquent comment est-ce qu'on doit tenir la comptabilité des collectivités territoriales. Maintenant, on a dit un élément important de la comptabilité publique, c'est le principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable public. Alors, je vais vous expliquer plus en amont. Je vous ai dit, maître mot, cette dualité. Donc, on a une dualité entre l'ordonnancement et le paiement. On a donc, au niveau d'une commune ou d'une région ou d'un département, d'un côté un ordonnateur et de l'autre côté un comptable. L'ordonnateur, c'est celui qui va ordonner le recouvrement des recettes. Donc, c'est celui qui va dire, voilà, il faut qu'on ait des recettes. C'est celui aussi qui mandate les dépenses. C'est lui qui donne l'ordre de payer. Et donc, c'est celui qui est responsable de la comptabilité administrative. Par opposition, par complément, c'est toujours la difficulté, c'est qu'on a un comptable. Ce comptable, c'est ce qu'on appelle un comptable public. Il est fonctionnaire du ministère de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics. Alors, le ministère change de nom régulièrement, donc ça c'est le nom actuel 2022. Ce comptable, il est donc chargé du recouvrement des recettes. Il est également chargé du paiement des dépenses. Il est chargé de la conservation des fonds. Et c'est lui qui tient une comptabilité financière. Ça veut dire que d'un côté, on a l'ordonnateur qui donne l'ordre, et de l'autre côté, on a le comptable qui exécute. Et c'est cette dualité qui est importante en comptabilité publique. Alors, si vous avez fait un petit peu de management, vous avez peut-être vu le théoricien Weber qui parle de la bureaucratie, et on est totalement dans cette idée-là. On est dans l'idée où la comptabilité publique, ça engendre beaucoup de personnes, ça a des conséquences sur beaucoup de personnes, beaucoup d'argent, et dès le départ, on va prendre on va prendre des règles qui vont permettre d'éviter un maximum de biais. Donc, ils vont limiter un maximum les libertés d'action. On va réduire tout de suite et on va partir du principe, qui est un petit peu vrai, que on a des êtres humains qui gèrent, et on va partir du principe que par la tentation, ils pourraient peut-être détourner de l'argent. Donc, on a mis en place au niveau de la comptabilité publique une dualité entre ordonnancement et paiement pour éviter justement qu'il y ait des détournements publics. C'est-à-dire que ça ne doit pas être la même personne qui commande et qui paye la commande.
il doit y avoir une différence entre la personne qui demande à faire payer quelqu'un et la personne qui récupère l'argent. C'est-à-dire que le maire, par exemple, ne peut pas et donner une amende à quelqu'un et récupérer l'argent qui est lié à la demande, à cette amende. C'est deux personnes différentes. En divisant comme ça l'ordonnancement et le paiement, on limite les risques de fraude et la mauvaise utilisation de l'argent public, qui est quand même l'argent des impôts de tout le monde. C'est pour ça qu'on a créé cette dualité. Qu'en est-il donc de l'organisation budgétaire et comptable? On reste dans notre notion de dualité et je vais vous montrer qu'on l'a plein de fois, cette dualité. Donc, on a une dualité entre des budgets et des comptes. Je vous explique. D'un côté, on est avant un exercice comptable, donc avant une année civile, on va faire comme ça. On doit élaborer ce qu'on appelle un budget primitif. Ce budget primitif, c'est que normalement, on est avant l'exercice, en fait, on a jusqu'au mois d'avril. Hein, et on va expliquer l'ensemble des tâches qu'on a prévues pour l'année d'après. Donc ce budget, il est par définition équilibré et établi avant le 1er janvier. Tout est relatif. En fait, on a jusque mi-avril pour faire ce budget primitif. Donc en fait, dans ce budget primitif, comme dans tout budget, on va faire un plan des actions que l'on va mener sur l'année à venir. Tout ce qu'on va faire, et donc on va chiffrer combien ça va coûter, combien ça va rapporter. Donc ça, c'est le premier budget. Je vous ai parlé de dualité, mais en fait, on a un deuxième budget. Il se peut que durant l'année, il y ait des évolutions. Il se peut qu'on ait des résultats de l'année précédente qui n'étaient pas établis au moment où on fait le budget prévitif. Et les résultats de l'année précédente sont plutôt favorables ou défavorables, ce qui fait que les moyens qu'on avait à notre disposition ne sont plus les mêmes. Donc, on fait un budget supplémentaire. Ce budget supplémentaire, généralement, il dépend des résultats de l'année précédente. Donc, soit on a un peu d'argent en plus, soit on a un peu d'argent en moins. Donc, il faut qu'on rectifie le budget primitif. Donc, par exemple, moi, à l'université, on fait les budgets avant l'année civile et on a un budget rectificatif qui est voté. Le budget rectificatif, il doit arriver en octobre, quelque chose comme ça, où on vote le budget rectificatif. Et ce budget rectificatif, en fait, il prend en compte les recettes réelles qui ont été enregistrées, qui sont différentes des recettes prévisionnelles hein, de l'année d'avant. Donc voilà, on a comme ça un budget primitif et un budget supplémentaire. Associé à ce budget, on a parlé de dualité, donc je continue dans la dualité. On a d'un côté le budget qui est fait a priori et on a les comptes. Et dans les comptes, encore une fois, on a dualité, on a les comptes administratifs et on a les comptes de gestion. Alors le compte administratif, donc tout est comptabilisé a posteriori cette fois-ci, hein, donc on fait la comptabilité. Le compte administratif, c'est de la responsabilité de l'ordonnateur. Donc on l'a dit, l'ordonnateur, c'est l'exécutif, c'est le maire, hein, grosso modo. Il comprend les dépenses qui sont prévues au budget. C'est-à-dire qu'en fait, on a prévu des dépenses au budget et au fur et à mesure qu'on les engage, eh bien, c'est ce qu'on comptabilise dans le compte administratif. Et ce compte administratif doit être soumis à approbation, à l'Assemblée délibérante. Donc chaque année, en fait, on va présenter les comptes. Compte administratif. Donc ce qu'on a engagé, c'est-à-dire que le maire, il a dit qu'on allait payer, qu'on a commandé, qu'on allait payer. Le maire, il a dit qu'on allait facturer, mais lui, il a fait ni l'un ni l'autre. Hein, il a juste ordonné. On a par ailleurs, donc pour compléter ce compte administratif, un compte de gestion. Toujours une comptabilisation a posteriori, mais cette fois-ci, ce compte de gestion est de la responsabilité du comptable public. Et le comptable public, c'est lui qui a mis en paiement ou c'est lui qui a récupéré l'argent. Il va présenter, ce comptable public, une balance générale des comptes et un bilan du patrimoine. Et donc, chaque année, ce compte établi par le comptable public va être soumis pour vote à l'Assemblée délibérante. Et l'idée, c'est de montrer la cohérence entre le compte administratif et le compte de gestion. Idéalement, c'est la même chose. On a parlé de dualité et je rajoute un niveau de dualité sur tout ça. Il faut savoir que chaque budget, chaque compte est lui encore divisé en deux. Donc, ces budgets et ces comptes sont divisés en deux. Une partie fonctionnement et une partie investissement. Alors, dans le fonctionnement, en fait,
dans le budget ou les comptes de fonctionnement, c'est en fait un compte de résultat. Et donc, on va mettre des dépenses de fonctionnement, les salaires, l'entretien de la mairie ou des bâtiments de la mairie, les subventions accordées, les intérêts des emprunts qu'on a pu faire, les dotations aux amortissements. Et on va aussi retrouver des recettes de fonctionnement, donc les impôts locaux, des impôts indirects, ça peut être des amendes, des PV, des choses comme ça, les revenus du domaine, les produits de l'exploitation, je ne sais pas, vous avez une salle et vous louez la salle, les subventions de fonctionnement de l'État, si l'État nous verse des subventions de fonctionnement. Et donc, là, ça se complète par un budget et des comptes d'investissement. Là, en fait, il s'agit plus de la section, je ne sais pas si vous connaissez, dans un tableau de flux de trésorerie, on a les flux d'investissement et les flux de financement, c'est un petit peu ça. Donc, ce n'est pas un bilan, hein, c'est pas ça l'investissement. Si vous préférez, c'est comme... c'est les flux d'investissement, les flux de trésorerie, d'investissement et de financement. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les acquisitions foncières, donc ça, on est sur des flux d'investissement, les constructions, les emprunts, là on est dans des flux de financement, les subventions d'équipement de l'État et éventuellement des produits de cession d'immobilisation, ça c'est dans les flux d'investissement. Voilà un petit peu ce qu'on va retrouver. Et donc, on aura un budget de fonctionnement, un budget d'investissement, un compte de fonctionnement, un compte d'investissement. Je vous ai dit, le maître mot, c'est dualité. Donc, je continue dans ma dualité. On a nos budgets et nos comptes. Et il faut savoir qu'on peut les présenter de deux façons différentes. Alors, par définition, par obligation, les comptes sont par nature. Donc ça, rien de nouveau. Et donc, au niveau des budgets, par contre, on a une possibilité, soit on fait des budgets par nature, soit on fait des budgets par fonction. Donc, la norme M14 dit « vaut mieux faire des budgets par nature ». Mais elle a créé une option possible pour les communes de plus de 10 000 habitants qui peuvent voter des budgets par fonction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un budget par fonction? Eh bien, en fait, c'est dans l'idée d'avoir une transparence et d'une explication de la façon dont on va utiliser les fonds. On va identifier d'où viennent les recettes et où vont aller les dépenses. 10 fonctions sont identifiées. Les services généraux, la sécurité, l'enseignement, culture, sport et jeunesse, intervention sociale, famille, logement, aménagement et action économique. Et donc l'idée d'un budget par fonction, c'est de pouvoir communiquer différemment et de pouvoir communiquer pour montrer, voilà, il y a tant de parties du budget qui va être consacrée à telle fonction, tant de parties à telle fonction. Et comme ça, c'est aussi un outil de communication entre les collectivités territoriales et le public, les membres des collectivités territoriales. Alors, parlons maintenant de quelque chose qui est quand même important aussi. Hein, on a parlé de transparence. Derrière la transparence, il y a aussi la notion de contrôle des comptes. On reste sur notre dualité. Je vous ai dit un maître mot, dualité. Si avec ça, vous vous en souvenez pas, je ne sais pas comment faire. Donc, au niveau du contrôle, on a deux types de contrôle. Du contrôle interne, le comptable doit vérifier avant chaque paiement que les dépenses, elles résultent bien d'un poste budgétaire, qu'elles sont bien en fait liées à un poste du budget qui a été voté. Il faut savoir que le comptable engage sa responsabilité civile et engage aussi sa responsabilité pécuniaire. Il est responsable s'il met en paiement quelque chose qui n'était pas voté, c'est de sa responsabilité personnelle. Et puis on a un autre niveau qui est le niveau du contrôle externe. Cette fois-ci, c'est le préfet qui va contrôler. Alors, qu'est-ce qu'il va contrôler au niveau des comptes? Il va contrôler la légalité des comptes et il va contrôler l'équilibre budgétaire des comptes. Et on a aussi la possibilité d'avoir un partenariat avec les chambres régionales des comptes à qui on va en fait déléguer ce contrôle externe. Alors, on va rentrer un petit peu dans de la technique comptable, on va parler de particularités comptables. On reste sur notre notion de fonctionnement et d'investissement et on va parler d'autofinancement. Il faut savoir que pour les dotations aux amortissements et provisions, c'est des charges de fonctionnement et d'investissement et des produits d'investissement. En fait, l'amortissement représente pour une collectivité territoriale un autofinancement dans l'objectif de renouveler ses immobilisations. Donc, point de vue écriture comptable, c'est une écriture comptable tout à fait classique, sauf qu'il faut que vous identifiez, c'est que la dotation aux amortissements, elle est en dépense dans le budget de fonctionnement, alors que l'amortissement
elle, en fait, c'est une recette dans le budget d'investissement. Mais tout ça, c'est de l'autofinancement. Hein, donc, c'est un petit peu particulier. On a un petit peu l'impression qu'une dotation aux amortissements, qu'un amortissement, eh bien, en fait, on subit deux fois puisque ça vient réduire nos recettes, enfin dans le sens où c'est marqué en recette, mais on ne l'a pas en trésorerie. Et ça vient diminuer notre budget puisque c'est considéré comme une dépense en fait. Au niveau des budgets, entre investissement et fonctionnement, il faut savoir que les budgets sont poreux dans un sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a trop de recettes de fonctionnement, on peut, dès le départ, utiliser une partie, si c'est identifié dès le départ, hein, on peut identifier une partie des recettes de fonctionnement qui vont permettre de financer un investissement. Mais, et ça c'est important, il est interdit d'utiliser un excédent de recettes d'investissement pour le fonctionnement. C'est là où, en fait, la partie politique et collectivité territoriale est importante. Imaginez, vous avez un maire qui s'est très bien débrouillé, qui a récupéré beaucoup de subventions, donc de recettes d'investissement, qui, en vue d'élections prochaines, ne dépense pas tout, mais utilise ces recettes d'investissement pour financer des dépenses de fonctionnement et donc réduire le montant des impôts. Et donc là, pour éviter voilà, ces manœuvres financières à des vues politiques, on a limité la façon dont on pouvait utiliser les recettes d'investissement ou de fonctionnement. Toujours dans petites informations particulières sur les comptes particuliers. Donc il faut savoir que l'amortissement est obligatoire que pour les communes dont la taille est supérieure à 3500 habitants. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'amortissement pour les bâtiments. Et sinon, pour tout ce qui est machines, etc., on pratique un amortissement, mais on fait méthode linéaire, méthode constante. Et donc, c'est un petit peu le même principe que la méthode linéaire. Au niveau de la Chambre régionale des comptes, il y a des durées d'usage qui vont aider les communes à choisir leur durée d'amortissement, comme le fait le fisc, avec un fichier avec les durées d'usage d'amortissement des immobilisations. Concernant les provisions, elles sont obligatoires pour couvrir des risques réels, pas des risques potentiels. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut étaler en amont du risque ces provisions, avec comme objectif de limiter l'impact sur le budget d'une seule année et d'étaler bien les risques sur les comptes. Et en permettant d'étaler en anticipant, ça permet de limiter les risques financiers pour la commune. Et enfin, on a un principe qui est un principe d'annualité budgétaire, c'est pour se rapprocher du principe de séparation des exercices en comptabilité privée, ce qui fait que les investissements, ce qui fait qu'on rattache les charges et les produits à l'exercice. Mais les investissements qui n'ont pas été mandatés, c'est-à-dire qu'on a prévu des investissements et on ne les a pas engagés, eux sont reportables sur l'année suivante, même si on a une annualité budgétaire. Si on les a votés un exercice, ces ressources ne sont pas perdues et on pourra les engager sur l'année suivante. Voilà donc sur cette vidéo sur la comptabilité des collectivités territoriales. L'idée surtout, c'était pas que vous soyez compétent en comptabilité publique, c'est que vous compreniez un petit peu les grandes différences et que vous vous rendiez compte que quand on est comptable, on peut aussi être comptable public. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite bon apprentissage et on se dit à très vite.